le sujet suivant qui est l'église. Alors, on va continuer tranquillement notre réunion sur l'église. Alors, l'église, c'est assez catastrophique. J'ai changé de dossier. Alors, l'église, on va refaire un petit contexte historique pour vous rappeler que cette église, elle est très vieille. Pardon, elle date de 684. Alors, je sais que j'ai un spécialiste dans la salle, là, donc je vais essayer de ne pas dire de bêtises. Et elle date de la mort de l'évêque Erling, qui était le 21e évêque de Meaux. Et donc, l'église a été, elle a été donnée à l'abbaye de Molesme en 1102. Où est-ce que je suis là? Voilà. Le seigneur laïque nommé Eudes ou Odon. Et depuis le XXe siècle, c'est le seigneur Guillaume des Barres de la région qui fit reconstruire l'église sous le règne de Philippe Auguste. Petit peu d'histoire, ça fait jamais de mal. Donc le village se forma autour de l'église et prit la suite du patronyme de Saint, anciennement Sainte Vierge ou Notre-Dame. Construction du chœur à chevet plat et de 2 chapelles carrées, 45, etc. Et puis l'église fait l'objet d'une lourde restauration dans les années 1872, de 1872 à 1900. Donc les travaux réalisés à l'époque par le maire, Fernand Labour, sous la direction de l'architecte Saint-Aignan-Boucher, et le cactoire fut construit pendant cette période. Dans ce que l'on a retrouvé des restaurations dans les différents documents, puisqu'en fait on a fait conduire une étude assez poussée sur cette église, parce qu'il fallait absolument avoir un diagnostic et savoir ce que l'on pouvait faire ou ne pas faire. En 1913, il y a eu des études d'étaiement, il y a eu d'autres travaux en 1950, en 1978. En 86, en avril 86, le clocher a été foudroyé. Et puis, dans le fil du temps et dans ce qui reste derrière, il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits. Et c'est d'ailleurs dans les années 80, vous allez voir que la difficulté s'est accrue parce que les travaux qui ont été faits hors classement d'église, puisqu'à l'époque l'église n'était pas classée, et que donc il n'y a pas eu de suivi par l'architecte des bâtiments de France. Et donc on s'est retrouvé dans une situation où il a été fait à peu près n'importe quoi. Alors sans le savoir, hein, attention, on ne remet pas en cause ce que le maire de l'époque a fait. Il a fait avec ce qu'il connaissait. Alors nous, vas-y, mais donc elle a été inscrite au monument historique depuis le 25 mai 2007. Donc vous voyez que c'est assez récent, un petit peu avant qu'on soit élu pour la première fois. Donc nous, on a fait une visite des architectes dans le cadre de la restauration de l'église en décembre 2020. Il est apparu un état très alarmant nécessitant des travaux d'étaiement et de mise en sécurité d'urgence en juillet 2021. Donc pour ceux qui ont eu la chance de rentrer dans l'église dans la période, en fait on a une arche qui a été étayée et une pile qui a été sanglée, parce que vous allez le voir après dans le détail. Ce qui est excessivement alarmant, c'est qu'en fait tout ce qu'il y a derrière les enduits est complètement pourri. Donc si on retire les enduits, la structure du mur s'écroule, et donc les piles qui soutiennent à l'intérieur étaient en train d'imploser par la base. C'est-à-dire que quand vous avez une pile qui est droite comme ça et qui commence à prendre des formes au niveau du bas, c'est assez inquiétant. C'est qui a d'ailleurs conduit l'architecte des bâtiments de France tout de suite, malgré cet étaiement, à dire on ferme l'église. On fait un diagnostic précis et on la ferme parce que elle est susceptible éventuellement de s'écrouler dans un quart d'heure ou dans 15 ans. Mais voilà, il n'y a absolument pas de choses précises à ce niveau-là. Donc on a formulé l'étude d'un diagnostic, et puis il y a un complément d'étaiement dans les combles qui a été fait, puisqu'il y avait un gros risque d'effondrement de la toiture à l'intérieur, et vous allez comprendre pourquoi. Alors là, je vais un petit peu lire ce qu'on vous a marqué, parce que c'est excessivement technique, et je voudrais pas dire de bêtises. Donc sur l'état sanitaire des façades, l'enduit qui recouvre la totalité des façades extérieures ne laisse a priori pas transparaître l'état de la maçonnerie qu'il recouvre. Cependant, de nombreuses fissures et déformations sur les façades
laisse présager de la présence d'altération des maçonneries sous la couche d'enduit superficielle. C'est ce que je vous disais. Les pieds de façade nord et ouest présentent des taches d'humidité dues aux remontées capillaires, mais aussi au rejaillissement des eaux de pluie sur les pieds de façade. Les maçonneries déjointées sont soumises à de nouvelles contraintes qui forcent sur les blocs de pierre et provoquent leur fissuration. Et en soubassement, on observe énormément de taches d'humidité. Donc on vous a mis des photos derrière. On a extrait quelques photos du rapport, parce que on vous fait grâce du rapport, il fait à peu près une centaine de pages, donc c'est assez énorme. Mais on retrouve tout ce que je vous ai dit à l'instant, là, on le retrouve et on peut le constater sur les photos. Donc ça, c'était pour les façades. Pour les couvertures, donc il y a de nombreuses tuiles qui sont manquantes, vous allez le voir sur les photos. Tu peux mettre d'ailleurs les photos tout de suite pendant que je lis le texte comme ça. On a les plombs du clocher qui sont totalement hors d'usage. On nous dit aussi que l'ensemble des couvertures est vétuste et fuyard et provoque des fuites dans les combles. Donc c'est ce qui a aussi accéléré les problèmes sur la charpente qu'on va voir tout à l'heure. Les eaux pluviales, au lieu de s'évacuer, pénètrent dans les maçonneries et les sels qu'elles transportent se cristallisent, provoquant l'éclatement de l'épiderme de blocs de pierre lors de l'évaporation de l'eau. C'est les grosses fissures que vous voyez sur les... Donc là, la photo suivante, c'est les nombreuses tuiles qui manquent. Et puis, ça, c'est ce dont on vient de parler. L'état sanitaire de l'intérieur. Donc les maçonneries et les enduits sont très dégradés au-dessus du soubassement des murs. Ces dégradations sont caractéristiques des remontées capillaires qui sont importantes. Alors, pour ceux qui allaient à l'église régulièrement, vous avez vu qu'il y a comme un sarcophage au pied de tous les murs autour de l'église. Alors ça, c'est ce qui a été fait dans les années 80. C'était ils imaginaient que ça allait aider à maintenir les murs. La difficulté que ça a eu, c'est que comme c'est étanche, toute l'eau remonte à l'intérieur des murs et la structure des pierres des murs est en train de se déliter complètement. Il y a beaucoup de colonies biologiques de type algues qui sont visibles, donc ça c'est les verdures que vous voyez sur la photo de droite. Et puis les voûtes présentent de nombreuses fissures. Alors, des traces de coulure sont visibles sur la quasi-totalité de l'intrados des voûtes, dénonçant les fuites zénitales anciennes, antérieures à la restauration des couvertures de 1887, ou qui sont toujours actives. Donc c'est ce que je vous expliquais. Alors, attends, tu peux revenir sur la première photo. Voilà, ça c'est pour ceux qui reconnaissent. En bas de la photo, la partie blanche, c'est l'embase des murs qui est à peu près à cette hauteur-là. Et donc vous voyez le dégât sur la partie supérieure du mur que ça provoque. Tout s'effrite et tombe tout seul sans même avoir besoin d'y toucher. Et puis les photos suivantes, voilà, c'est les grosses fissures que vous avez sur les voûtes. Alors qui au départ pouvaient être des fissures, c'est simplement de revêtement supérieur, et qui en fait ne sont pas ça, sont des fissures qui sont plus profondes et plus problématiques. L'état sanitaire de la charpente. Alors, il semble à peu près correct. Il convient néanmoins de préciser que les parties hautes ainsi que les charpentes des sacristies, du clocher et du cactoire n'ont pu faire l'objet d'une visite, parce que c'est des endroits qui sont soit difficilement accessibles, soit aujourd'hui trop risqués à aller voir dessus parce que excessivement branlantes et qui risquent de s'écrouler. Les pannes sablières sont très largement inexistantes, manquantes ou ruinées. Les entrées reposent parfois directement à même la maçonnerie. L'une des pannes sablières du mur du goutreau nord du vaisseau central de la nef se trouve dans un équilibre précaire à moitié dans le vide. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'appui de la charpente sur le mur qui se balade dans le vide. La charpente du clocher n'a pu être visitée, faute d'un accès sécurisé, c'est ce que je vous disais pareil pour les autres voûtes, et les planchers du clocher, eux, sont hors d'usage, ils sont à bout de souffle. Si on va dessus, on passe à travers. Donc vous voyez, quand on vous dit que la charpente repose à peine parfois sur le mur, c'est assez compliqué. Donc, en règle générale, l'architecte du cabinet Laca, qui est un architecte mandaté par la DRAC, enfin habilité par la DRAC à faire ce genre de diagnostic, a été très pessimiste sur l'état de l'église. Vous allez voir, on vous a marqué les modalités de réparation et les sommes qui vont être engagées pour sauver notre église. Vous allez voir, c'est délirant.
on est confronté, hein, on n'est pas les seuls en France, beaucoup de ces édifices-là ont été peu, voire pas entretenus, et quand ils ont été entretenus, une fois sur deux, c'est des bêtises qui ont été faites par manque de connaissances à l'époque. Hein. Encore une fois, on ne va pas tirer sur l'ambulance, on ne va pas cracher, les choses qui ont été faites à l'époque, elles ont été faites parce qu'on disait au maire que c'était ce qu'il fallait faire. Voilà, on n'est pas ni architecte des bâtiments de France, ni spécialiste en maçonnerie, et surtout pas sur des vieux édifices comme ça. Donc on est un petit peu obligé d'écouter ce qu'on nous dit, et donc il y a des bêtises qui ont été faites qu'il faut essayer de rattraper aujourd'hui, mais qui ont des graves conséquences. Alors, on va vous mettre, voilà, je vais te, vas-y, mets le financement. La dernière ligne, c'est ce qui doit vous affoler en bas, c'est ce qu'il faut pour sauver notre église. Donc 6 390 781 € TTC, on est en TTC là. Hein. Ça veut donc dire que c'est absolument impossible à financer, un, tout seul, et deux, dans un temps très court. Ça c'est pas possible. Quand on a vu la catastrophe, on a provoqué une réunion avec donc, le cabinet d'architectes, avec la DRAC, avec les différents services de la région, du département. On a mis tout le monde autour de la table et on leur a dit une chose très simple. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Est-ce que bon, donc la personne de la DRAC nous a dit oh là là, je vais essayer de ne pas me tromper. Votre église est une bourguignonne cistercienne. C'est ça, Lionel, je ne dis pas de conneries. Bourguignon cistercien. Voilà. Donc, il y en a une en Ile-de-France. Une en Ile-de-France, c'est la nôtre. Donc, elle nous a dit, il faut la sauver. Oui, donc la DRAC va nous donner des sous. Elle m'a dit, oui, on va essayer. J'ai dit, non, on ne va pas essayer. Il faut nous donner des sous, sinon on n'y arrivera pas. Donc, ce type de restauration est finançable au maximum à 70% de la somme. D'accord? Donc, ce que l'on leur a dit, c'est que nous, si on est sûr d'avoir les 70% de subvention, on engage la restauration, on va la phaser, parce qu'il est hors de question de même, vous voyez, 70%, le reste à charge, hein, 2,7 millions. Hein. Nous, on a dit, par rapport à nos financements, aux autres investissements qui sont prévus, à la capacité de la collectivité, etc., de notre poche, on peut mettre entre 200 et 300 000 € par an. Donc il y a presque 2,7 millions, donc il y a 10 ans de travaux à faire. Pour avoir une restauration complète, hein, on va même au changement des chaises, etc. C'est vraiment complet. Donc, dans un premier temps, il y a une première phase sur... Alors là, je me retourne vers toi, Thierry, tu me dis si je dis une bêtise, que j'ai plus tout en tête. Il y a une phase de 2 ou 3 ans, dans ces sommes-là, aux alentours d'1 million, 1,2 million complète, pour la stabiliser et la sécuriser. C'est-à-dire la mettre hors d'eau, hors d'air, stabiliser la toiture, la charpente, stabiliser les murs par des étaiements et permettre la réouverture de l'église aussi. Parce que c'est compliqué de dire à une population, ben voilà, on engage une restauration sur une dizaine d'années d'un équipement, mais vous ne pouvez pas mettre les pieds dedans pendant 10 ans. C'est un petit peu difficile. Bon. Donc, l'idée, c'est ça pour l'instant. La seule difficulté, c'est qu'on vous dit, oui, 70%, oui, mais alors, pour la DRAC, vous êtes plafonné chaque année à un maximum de subvention de 40% du montant total de ce que vous engagez chaque année. Et puis, c'est révisable chaque année. C'est-à-dire qu'une année, vous pouvez l'avoir, puis l'année suivante, il y a plus de demandes, donc on ne vous en donne pas 40%, mais on vous en donne que 20%, etc., etc. Donc, on est en train de travailler avec eux. Moi, je voudrais qu'on signe, puisque notre église est remarquable, je suis d'accord pour qu'on la conserve, etc., et qu'on engage les choses, mais je veux des écrits et des engagements de l'État et une convention pluriannuelle d'investissement où il sera clairement indiqué noir sur blanc qui participe à quelle hauteur et quand et comment, etc. Hein, de façon à ce qu'on n'ait pas de surprise et qu'on n'engage pas non plus, parce que l'idée c'est si on engage une restauration, c'est pour aller au bout. Si on engage, qu'on fait 2-3 ans de réparation et que éventuellement ça change de prix, ou ça change d'idée, ou qu'il y ait d'autres investissements, ou qu'on ne veuille plus, etc., ce qu'on aura engagé sur la restauration aura servi à rien parce qu'on n'ira pas au bout et puis l'édifice il finira quand même par s'écrouler. Donc c'est pas raisonnable. Compte tenu des montants et de l'engagement sur la durée, il faut réellement que l'on se pose tranquillement et que surtout on ait
un engagement de l'État à nous soutenir et à nous aider sur ce genre de dispositif. Alors, on a quand même posé la question à l'architecte, parce que c'est... enfin, on l'a reçu avec Virginie, qui s'occupe des affaires culturelles. Quand on a reçu le diagnostic et on l'a lu tranquillement chez nous, le lundi matin, quand on est arrivé, on s'est dit, là, non seulement c'est catastrophique, mais au bout du compte, est-ce que ça vaut vraiment le coup de la rénover, ou est-ce que c'est pas plus utile de raser et d'en reconstruire une et que ça coûtera moins cher, quoi. Voilà. Enfin, il faut en dehors du côté à la fois religieux et à la fois conservation du patrimoine, il faut aussi avoir une réflexion pour se dire, est-ce que... Enfin, on doit se poser toutes les questions, c'est ça que je veux dire. C'est pas d'être dans une doctrine de dire, faut faire ceci ou faut faire cela, c'est vraiment étudier la situation, voir ce qu'il est raisonnable de faire ou pas à l'échelle de notre commune. Alors, c'est évident que ce genre de situation dépend totalement de la commune dans laquelle ça se passe. Je vais prendre un exemple simple. On serait la commune du Mesnil-Amelot, juste à côté de l'aéroport, avec ses ressources, on ne se poserait pas la question. Hein. On rénoverait l'église, on n'aurait pas besoin des subventions et on pourrait le faire en cash en 2 ans. Voilà. Donc c'est aussi, il y a la situation de l'église, la situation de la commune, la capacité de la commune et l'intelligence à faire ou à pas faire. Très honnêtement, si on est sur un dispositif comme ça, avec les subventions, etc., c'est faisable. On est capable de le faire. Donc je pense que ça vaut le coup de le faire. Mais voilà, donc la question se posera certainement, peut-être à un moment ou à un autre. Ce sera peut-être l'occasion de consulter la population ou pas, je ne sais pas. Ça peut faire partie des choses. C'était pas dans des programmes, c'était pas voilà ceci cela. Ça arrive. La question se pose, comme ça nous était arrivé à la mandature précédente sur le centre médical, hein, où on avait mis la construction ici en stand-by pendant 2 ans parce qu'il y avait plutôt l'urgence de faire le centre médical. Et donc voilà. Donc il y a des situations à des moments dans la vie d'une commune qui nécessitent peut-être de se dire bon, on avait prévu ça. Attendez, il y a ça. On va voir si ça vaut le coup ou pas de le faire. Et puis consulter les gens sur la volonté ou pas. Voilà, je crois que j'ai été complet sur les... Oui, Virginie. Prends le micro, si tu... Les 6 390 000, c'est sous réserve qu'on ne trouve pas quelque chose dans l'étude d'une fondation qui va bientôt avoir lieu. Là, ça peut encore augmenter la note. C'est ça. Oui, merci de le redire, parce que c'est vrai que j'ai oublié de le dire. Là, on a l'analyse du bâtiment en lui-même. Et le géotechnicien qui a fait l'analyse de base de l'église a demandé une analyse plus profonde du sous-sol. Pour tout vous dire, hein, dans notre secteur, c'est à la fois argileux et à la fois pas stable. On a l'eau qui est généralement très très proche, donc c'est un petit peu la difficulté. Pour vous dire, par exemple, sur ce bâtiment-là, il a fallu rajouter des pieux au moment de l'étude de sol, qui n'était pas forcément prévu à l'époque, parce qu'on est sur un système à un endroit où il y avait l'eau à 1,20 m ou 1,30 m, je crois, donc il faut aller chercher l'ancrage du bâtiment beaucoup plus profond dans la couche de granit qui est en dessous, et donc ça nécessite de faire des pieux. Donc, à l'époque, vous imaginez bien qu'à l'époque, en 680 quelques, au moment où ça a été construit, il n'y avait pas ce genre de connaissances et ce genre de technologie. Donc il est possible qu'on ait en plus de ça des surprises qui ne soient pas tout à fait sympathiques dans le sous-sol. On n'espère pas, mais c'est possible. Il faut aussi savoir que tout ce coin-là, c'est un gruyère, hein, puisque entre la ferme de Noéfort, qui était un ex-couvent, et la commune vers l'église et vers la place de la mairie, et la ferme des Bruniers d'ailleurs, il y a des tunnels qui sont aujourd'hui fermés et bouchés, qu'on ne peut pas suffisamment dissimuler pour pas qu'ils servent de petits coins pour aller faire la fête et que ce soit problématique, mais il y a un sous-sol qui est un petit peu grevé de tunnels. Voilà. Alors, quoi vous dire d'autre sur l'église? Je pense qu'on a fait le tour. Merci au Père Piotr
d'être venu. Je sais que vous étiez contraint par le timing, donc j'avais essayé de vous dire, voilà, l'église, ce sera entre telle heure et telle heure. Je pense que j'ai à peu près rempli le contrat. Voilà, ça va. Donc la volonté de l'équipe municipale, c'est d'arriver à ce qu'on arrive à restaurer cette église qui a réellement, d'un point de vue architectural, une vraie raison d'être et d'exister. Voilà, c'est pas un bâtiment classique, simple et standard. Elle a vraiment une caractéristique et ce serait dommage, faute de financement, de ne pas réussir à la sauver. En tout cas, c'est ce que nous, on va se bagarrer pour essayer de faire dans les années à venir. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur l'église. Alors, on va passer au point suivant.